Rapidement, j'appelle le dernier intervenant, le docteur Aristide Junior de l'Université de d'Haïti, et qui va nous faire une présentation sur l'effet des saisons culture et des pratiques agricoles et post-récolte sur la contamination et par les aflatoxines du maïs et à Torrec. Rapidement, Aristide, docteur Aristide Junior est agronome, licence à l'Université de d'Haïti. Il a aussi un master qu'il a obtenu en Italie, également un doctorat qu'il a obtenu au même pays. Et actuellement, il travaille comme enseignant chercheur à l'Université de d'Haïti. Merci docteur et je profite également de cette occasion pour remercier chaque personne qui va nous prêter attention. Nous profitons également de cette occasion pour encore remercier Dr Liman qui a jeté notre base de la recherche, disons haïtienne, de la aflatoxine en Haïti, le conseil avec Dr Paul Elise. Oui, pratiquement, nous travaillons sur le maïs au CAI. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'Université de Milan en Italie, et je fais donc mon doctorat. Et après, nous avons Club de CAI et au Club de Milan, alors particulièrement district 2041 et 2042. Et après, donc, il y a également le projet Aquaplus et en plus, à l'Université de Milan d'Haïti. Oui, alors, nous tenons également à remercier donc, toutes les personnes qui ont déjà assuré des présentations donc, sur les aflatoxines et lors de cette séance de formation. Disons donc les aflatoxines, d'une manière générale, sont donc des métabolites secondaires produits par les champignons appartenant à Aspergillus section flavum. Parce que donc, à l'intérieur de cette section, il y a près de 18 espèces qui sont capables de produire des aflatoxines. Entre autres, en Haïti, nous avons davantage travaillé sur Aspergillus parasiticus et Aspergillus flavus, mais il y a également Aspergillus lumineus qui a une importance capitale, surtout donc, pour les personnes qui travaillent donc, avec les oléagineux, comme les arachides et les noix, particulièrement au Brésil. Mais en Haïti, nous avons davantage donc, Aspergillus parasiticus et Aspergillus lumineus. Donc, comme venez de le dire toutes les personnes qui ont déjà donc, assuré la présentation, les aflatoxines donc, sont des métabolites secondaires, mais produits par les champignons, et ces champignons contaminent presque donc, toutes les céréales, comme venait de faire donc, la présentation du Dr Liman, et également donc, des oléagineux donc, avec donc, aflat tout à l'heure. Mais également, donc, nous, en Haïti, donc, nous sommes donc, les premiers chercheurs donc, avec l'Université de Milan qui ont montré que les aflatoxines peuvent également contaminer d'autres oléagineux, entre autres Moringa oleifera. Donc comme ça, c'est une importance capitale. Donc là, mais particulièrement, nous mettons en phase sur les aflatoxines en Haïti, mais il existe près de 4 à 500 mycotoxines. Entre autres, nous avons l'ocratoxine qui est un type de mycotoxine de l'importance capitale, qui contamine entre autres donc, le café, entre autres également et cacao. C'est une importance générale que nous en Haïti nous devrions de toute façon donc, prêter attention à ça. Et ensuite nous avons le fumolisme qui contamine surtout donc, les maïs, mais surtout dans des zones tempérées, notamment en Italie et en France. Mais donc, comme ça, donc, il y a ces vie et ensuite donc, il y a des produits donc, qui peuvent être contaminés donc, par ces mycotoxines. Ok. Donc là, nous avons donc, le maïs. Donc le maïs est une importance capitale pour nous en Haïti parce que le maïs est classé parmi les céréales les plus consommées en Haïti après le riz. Entre autres, nous consommons le maïs sous forme de farine, sous forme de sémoule et ensuite sous forme de maïs boucané. Et après, donc, chaque Haïtien, dans la région Caraïbe, nous les Haïtiens, nous sommes des deuxièmes consommateurs de maïs. Après chaque humain qui consomme en moyenne 66 grammes de maïs par jour. Nous les Haïtiens, nous consommons environ 50. Donc les aflatoxines, sont des produits d'importance capitale.
disons donc nous consommons du maïs, pomme de maïs, des farine de maïs, pomme de sémon. Oui, sous forme de sémon, donc il est comme ça. Ok. Là, particulièrement, donc, le problème des aflatoxines ici. Donc, le type, ok. Donc, il y a les aflatoxines, l'histoire des aflatoxines en Haïti. D'après les documentations réalisées, nous avons trouvé, donc, on a commencé à documenter les aflatoxines en Haïti vers les années 1987. Mais les recherches ont été élaborées ou bien conduites vers les années 83 et 84. Ensuite, nous avons d'autres personnes qui ont travaillé en 2012, il y a également des travaux de 2010, mais en 2014, il y a également d'autres recherches sur le maïs, et également en 2015, et après, donc, il y a également d'autres éléments et scientifiques qui ont travaillé sur ça. Donc, le problème des aflatoxines en Haïti a été particulièrement largement documenté. Mais le problème, c'est que la majorité de ces travaux ont été réalisés soit dans le nord, ou du moins dans le département de l'Ouest. Donc pour nous qui sommes dans les sud, il y avait très peu de documentation qui ont été faite, sinon vers les années 1987 avec le premier travail. C'est pour ça que nous, à l'Université Notre-Dame d'Haïti, avec nos partenaires de l'Université de Milan, nous avons décidé de mettre l'emphase sur le sud, particulièrement pour tester donc, la qualité des produits consommés et commercialisés. Donc en 2017, nous avons déjà réalisé un premier travail en Haïti pour voir est-ce que vraiment les souches, d'abord isoler les différents types de champignons présents dans les matériels, et ensuite regarder si ces champignons avaient l'habilité ou du moins la capacité d'assurer la production des toxines. Donc comme ça, nous avons pu isoler donc, des champignons appartenant à Aspergillus flavii, où nous avons trouvé environ 80% des souches qui étaient capables d'assurer la production de toxines, entre autres aflatoxines. Après, l'année dernière, nous avons travaillé encore sur les contaminations à partir des produits commercialisés pour les enfants au Cali. Ensuite, donc, et comme ça, nous avons travaillé avec une échantillon relativement faible, environ 25 échantillons. Comme ça, nous avons trouvé donc, la variation des aflatoxines dans 2 à 119 ppb. Moyennant, donc, il y a déjà des collègues qui ont déjà dit ça, dans l'Union européenne, donc, et c'est limite, c'est 4, et certains documents parlent de 5 ppb. Mais en moyenne, c'est inférieur à 5. Mais de toute façon, donc nous, pour les produits donnés aux enfants, nous sommes arrivés jusqu'à 119 ppb. Ça a déjà commence à poser de sérieux problèmes. Ensuite, nous avons également conduit des recherches dans les différents points de vente. Comme ça, nous allons dans les marchés publics. Ensuite, donc, dans les supermarchés, donc les supermarchés. Donc, comme ça, nous avons trouvé pour les marchés publics des contaminations qui sont relativement différentes. Entre autres, le marché relais qui présente des contaminations beaucoup plus élevées que le marché en fer. Ça, c'est le résultat pour les marchés. Ensuite, donc, nous avons également travaillé sur d'autres encore et substances beaucoup plus importantes, comme les arachides, moringa oleifera et maïs et farine maïs sur différents corps. Comme ça, nous avons trouvé donc, des résultats relativement inquiétants. Donc, nous avons trouvé environ 55% des grains de maïs contaminés, pour les sémon environ 57% et moringa oleifera environ 64%. Pendant que nous continuons encore à faire la promotion du moringa, mais il y a également les risques d'aflatoxines dans les semences, dans les graines. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que nous avons encore décidé de faire après donc, toutes ces observations? Nous avons décidé maintenant d'accompagner ou bien de travailler avec les planteurs. Entre autres, nous avons introduit de nouvelles variétés de maïs et ensuite testé pour voir est-ce que vraiment et comment ces variétés vont se comporter à la fois pour la production et pour le développement, et ensuite regarder également notre retenue en aflatoxine. En termes de résultats, nous avons trouvé donc, pour les travaux réalisés en plein champ, toutes les variétés qui ont présenté donc, des taux d'aflatoxine inférieurs à 5 ppb. C'est donc après, nous avons également pensé à les joindre, travailler ensemble avec les agriculteurs dans le cadre de programmes financés encore par l'Université de Milan, donc dans une approche participative. Accompagner les planteurs de la phase productive jusqu'à la récolte. Et là, c'est une expérimentation réalisée, un débat réalisé dans le champ avec les producteurs. Donc, comme ça, donc, à partir des travaux réalisés avec les producteurs, nous avons élaboré des outils de bouclier
et autres. Donc, comme ça, nous avons trouvé les résultats de ce premier travail qui présente donc, des taux d'aflatoxine relativement élevés, et environ 7,75, 76 et 7. Mais jusque-là, pour nous, ça c'était déjà des résultats assez importants. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a commencé à travailler avec le maïs, on avait trouvé environ un échantillon, bien sûr, un échantillon, qui présentait environ 1020 pppi. Et maintenant, quand nous avons trouvé environ 79 pppi comme valeur maximale pour les travaux réalisés en plein champ, c'était pour nous déjà donc, un résultat assez intéressant et assez prometteur. L'objectif de cette présentation, alors les parties déjà touchées sont les productions, les problèmes déjà rencontrés, les travaux déjà réalisés. Dans le cadre de ce présent travail, c'est d'évaluer le rôle des saisons de culture. Parce que dans les sud, pour le maïs, nous avons environ 3 saisons de culture. Donc, nous avons environ 3 saisons de culture. Et ensuite, identifier donc, les pratiques agricoles et conséquentes capables d'influencer notre résultat. Le projet, c'était dans le sud, au Caraïbes. Okay. Là, on avait pris les échantillons, collecté les échantillons en pêchant et les transporté au laboratoire pour analyse. Et là, donc, il y a une implication étudiante, donc les analyses, on va les réaliser et ensuite les faire accompagner avec les étudiants pour pouvoir assurer la pérennité de l'action. Là, ce sont donc pour les données collectées, les analyses réalisées. Et donc, finalement, donc, pour la variation, nous avons trouvé, pour la saison de printemps, nous avons trouvé environ 95% des échantillons qui respectent les normes fixées par les États-Unis d'Amérique. Et dans le cadre de la saison, ou bien de la période estivale, nous avons trouvé environ une légère diminution parce que nous avons trouvé 89% des échantillons qui respectent les normes internationales fixées par les États-Unis d'Amérique. Oui, on avance. Donc là, c'est pour donc, les données, donc on a fait l'analyse propositive, c'est pour les caractériser. Donc là, c'est pour les pratiques conséquentes. Là, nous avons trouvé, donc, quand les paysans font donc, le triage manuel, il y a une réduction significative des résultats obtenus en aflatoxine à eau. Ok, ici, là, donc, quand il y a donc la présence des miettes, des insectes dans les espaces, ça augmente donc, le taux d'aflatoxine dans les cultures. Mais aucune pratique positive n'influence donc, les contaminations des aflatoxines. Comme ça, donc, nous avons dit bon, d'encourager ou bien de faire la promotion pour qu'il y ait donc, des personnes capables d'encourager ou bien d'accompagner les paysans afin qu'ils trouvent des conditions adéquates de stockage. Et comme perspective, à l'avenir, nous pensons donc, développer des projets donc, sur les techniques de stockage, ensuite sensibiliser les acteurs, les étudiants et autres, afin d'assurer notre contrôle des pertes dans les conditions de stockage. Bien, alors merci infiniment, donc ça c'est quand même quelque chose qu'on pourrait utiliser pour le stockage des pertes.